8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Ce matin, il vient d'être réélu grand rabbin de France, Haïm Corsia. Bienvenue à vous et bonjour Haïm Corsia. Bonjour. Alors mes premières questions s'adressent ce matin aux passionnés de football que vous êtes depuis tant d'années. Vous avez toujours vanté Haïm Corsia les valeurs d'engagement et d'effort. Est-ce que ce fut le cas hier avec des Bleus méritants et solides? Et ben voilà. Et des valeurs de solidarité. C'est-à-dire qu'une équipe, c'est pas une personnalité extraordinaire, même si c'est mieux d'en avoir, mais c'est un collectif. Et là, on l'a démontré hier. C'était un match plutôt beau à voir, avec des mouvements dans tous les sens, et pourtant, ça aurait pu tourner dans un sens ou dans l'autre de manière très claire. Et il y a eu une vraie tension parce qu'il y a eu une sorte de volonté commune, volonté collective, où chacun a pris sa part. C'est pour moi une allégorie de ce qu'on devrait faire dans la société. Chacun prendre sa part. Et finalement... Et en plus on gagne, comme diraient les commentateurs sportifs. À la fin, on gagne. Le principal, c'est les 3 points. Et finalement, pas de genoux à terre hier pour les Bleus. Certains politiques avaient dénoncé ici même sur Europe 1 un geste importé des États-Unis, du mouvement Black Lives Matter. Les Bleus ne l'ont pas fait. Vous dites tant mieux, il ne faut pas de geste qui divise, ou alors c'est un geste symbolique comme un autre? Je crois que le plus beau geste, c'est une Marseillaise chantée ensemble. Vraiment, c'est quelque chose qui unit, au-delà des 11 footballeurs sur le terrain, c'est quelque chose qui unit l'ensemble du pays. Moi, ça m'émeut toujours. Je suis pratiquement à me lever chez moi dans mon salon, mais parce que je trouve qu'il y a là quelque chose qui concerne tout le monde. Et un geste, quel qu'il soit, un autre geste, a toujours une dimension pour quelque chose. Alors évidemment, parfois c'est important de marquer quelque chose, de dire quelque chose. Mais je trouvais que c'est assez juste de dire que c'était un geste qui était dans un contexte tout à fait particulier aux États-Unis, et qui n'a pas le même écho en France. Le seul geste vraiment commun, partagé, c'est la Marseillaise entonnée avant. Si on peut en plus l'entendre à la fin de la compétition, c'est pas plus mal. C'est encore mieux. Pour clore cette séquence, pour autant, Haïm Corsia, permettez-moi un peu d'ironie ce matin. Vous n'avez pas prié pour la victoire des Bleus, non. La foi, vous la gardez pour des circonstances très différentes. Bon, sur un malentendu, il peut y avoir une petite prière du cœur, mais voilà. Les prières du cœur ont probablement donné ce résultat. Alors malgré cette victoire qui nous rassemble, le contexte actuel reste tendu et surtout c'est un climat politique souvent hystérisé, des violences aussi qui minent notre pacte républicain. De quoi cela est-il le nom ou le révélateur selon vous? C'est une grande angoisse. Je pense qu'il y a à la fois une angoisse, une colère, il y a aussi une sorte d'inconnu, connaissance dans l'inconnu. Moi je vais pas jouer au bon Dieu-zard, mais j'ai des références dans la Bible qui me permettent de retrouver ces mécanismes humains. Lorsque les Hébreux arrivent devant la porte de la Terre Sainte, ils ont peur. Ils connaissent pas cette Terre Sainte dont on leur parle, le lait, le miel coule, mais enfin, c'est quoi techniquement? Ils envoient des explorateurs, et les explorateurs reviennent et disent « formidable, mais c'est inquiétant ». Et juste ce « mais c'est inquiétant », ça a fait que le peuple a erré 40 ans dans le désert. Et je pense que l'engagement des politiques, c'est pas de nous dire c'est inquiétant, c'est catastrophique, c'est terrible, c'est violent. Oui, c'est le cas peut-être. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? Ils sont trop dans le constat, il n'y a pas cette vision aujourd'hui de la France. On manque de vision. Quelqu'un qui nous dise, on l'apprend dans le livre d'histoire maintenant, quelqu'un qui nous dise, il y aura des sangs et des larmes, mais on va y arriver. On a un projet commun. Là, on est uniquement dans une analyse. Alors, on analyse dans la presse, dans les journaux, et ça c'est bien, mais on l'a aussi dans les chaînes continues. Ça c'est moins bien parce que c'est répétitif, c'est anxiogène, c'est une réalité. Et puis, on n'a personne qui nous dise, mais voilà l'horizon. On va essayer de le tracer, cet horizon. Alors, il y a la personne et le message. Il y a le messager et le message. Alors, quel sursaut? J'ai posé cette question il y a quelques jours à Haïm Corsia à Elisabeth Badinter. Je lui ai dit, mais après la gifle au président, comment faire en sorte de rétablir, c'est peut-être ça le secret, l'autorité ou tout simplement le respect du policier, le respect de l'enseignant, ce qui fait sens dans notre pays? Et moi, je crois qu'il y a, pardon, mais il y a évidemment l'immédiateté de la sanction et la véritable fermeté de la sanction. On ne peut pas être dans une explication, on ne peut pas être dans une justification permanente de choses inadmissibles. Il y a des choses qui permettent à une société de tenir, notamment le respect. Je ne dis pas avant c'était mieux, il y avait une autre sorte d'irrespect, sauf que le détenteur de l'autorité a cette autorité en notre nom à tous. Et donc, quand symboliquement le président de la République reçoit une gifle, le simple fait d'aller demander à celui qui l'a donné pourquoi tu as fait ça et quelle est ta colère, alors quoi? Parce qu'il est en colère, donne une gifle. Quand il est très en colère, il donne un coup de poing. Et quand il est très très en colère, il tire sur le président. Oui, mais encore faut-il que le dialogue soit encore possible. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas l'outrance qui prend place finalement? Oui, mais parce que notre système fait qu'on doit résumer sa pensée soit en 140 signes, soit en une punchline, une phrase qui va marquer, qui va être reprise. Et je pense que
cette violence-là, elle est aussi dans les rapports humains. Et on ne laisse pas le temps ni d'expliquer les choses, ni de se parler. On vous regarde, bizarrement, on vous agresse immédiatement. Il y a tout de suite une procédure judiciaire. Oui, on peut agresser pour un regard. Pour un simple regard, c'est ce qu'ils appellent les actes gratuits. Mais alors, vous soulignez ce matin à Haïm Corsia une forme de responsabilité collective, mais il y a aussi sur le plan politique les messages à envoyer. J'ai noté que le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, le consistoire, appelle, je cite, à voter massivement, vraiment à se mobiliser lors des élections des 2 prochains dimanches et à faire barrage, disent-ils, je les cite, aux partis extrémistes que sont, selon eux, le Rassemblement national et la France insoumise. Ça, c'est une consigne de vote claire et nette. Est-ce que vous y adhérez ? J'ai appelé mes confrères des autres religions pour faire un peu le point hier soir. Globalement, tout le monde, en tout cas ceux que j'ai pu contacter immédiatement, mes amis musulmans, mes amis protestants, étaient très clairement pour appeler à voter. C'est quelque chose qui fait souffrir tous les républicains. On s'est battu pendant des siècles pour pouvoir voter, que chaque personne soit une voix. Cette abstention, elle peut venir de diverses raisons. Moi, je suis pas là pour expliquer cela. Vous avez des politologues qui le font bien mieux que moi. Mais c'est la dénégation de l'engagement. Or, l'engagement, c'est un moment, le plus bel engagement, c'est le vote. Et donc, il y a une telle défaite de la volonté de voter. Ce serait une défaite. L'abstention, c'est une défaite. L'abstention, c'est une défaite. D'abord parce que mécaniquement, ça donne plus de poids à des gens qui sont surmotivés, alors que ça ne représente pas l'ensemble de la population. On donne des pourcentages qui sont les pourcentages des votants, des votes exprimés, non pas des citoyens et des citoyennes. Et donc, de mon point de vue, l'enjeu majeur, c'est faire voter les gens. Votez comme vous voulez. Ah, là, j'y vois une nuance à Haïm Corsia. Ce n'est pas ce qui a été dit par les institutions juives. Mais parce qu'elles ont raison. Honnêtement, elles ont raison. À mettre sur le même plan le Rassemblement national et la France insoumise. Elles ont raison de dire que d'abord, partout dans le monde, chaque fois que les extrêmes ont dirigé, c'était une catastrophe. Chaque fois. Et ce que je vois, c'est que les déclarations des uns des autres, et notamment, les déclarations de M. Mélenchon, par exemple, alors, pas des noms, pas de faire chose, mais quand on explique à l'ensemble de la population que les attentats, les assassinats qui ont été perpétrés, que ce soit à Toulouse, soit ailleurs, ont été organisés, pilotés, et ils s'étonnent que ça arrive comme ça. Allez l'expliquer, comme j'ai dû le faire à Samuel Sandler, que pour qui son fils, ses petits-enfants... Vous avez eu cette discussion avec Samuel Sandler ? J'ai eu cette discussion avec lui, j'étais pétrifié parce que je ne pouvais pas lui donner de réponse autre que, écoute, il a perdu les pédales, ça ne peut pas être quelque chose. Alors lui, il veut aussi que la justice tranche et dise est-ce qu'on peut, de manière illicite, dire des choses, porter une vision complotiste de la société française. Haïm Corsia, vous ne donnez pas de consigne de vote, mais on entend clairement que, selon vous, les extrêmes sont clairement identifiés. Là, vous l'avez dit. Mais je suis en phase avec les grandes institutions juives de France et je suis en phase avec tous les républicains qui disent simplement quel avenir on propose si on commence soit par éliminer les uns ou les autres de l'histoire nationale, de ce que nous sommes. Une société du rejet ne permet jamais d'intégrer qui que ce soit. Ou alors une société du soupçon. Alors que vous rejetez les uns ou les autres, peu importe vos convictions politiques, dès que vous rejetez, vous n'êtes plus dans le rêve républicain. Vous venez de parler d'avenir. Et en parlant d'avenir, il y a une jeune femme qui pense qu'elle n'en a plus, à tel point que Mila a déclaré, je cite, « Je vais forcément ne pas rester en vie ». Une telle phrase en France, dans notre pays, comment vous réagissez ? Je pense qu'il y a une question grave sur les réseaux sociaux. Regardez, là on voit à quel point mobilisation de méchants, il n'y a pas d'autre mot, sur les réseaux sociaux peut amener au meurtre. D'ailleurs, c'était le cas pour Samuel Paty. N'oublions jamais que Samuel Paty est mort, égorgé, parce que sur les réseaux sociaux, une sorte de chaîne de haine s'est mise en mouvement. Et donc, ne pas en avoir conscience, c'est très grave. Voilà pourquoi j'étais stupéfait que le Conseil constitutionnel sabre, comme il a fait la loi Avia, qui allait condamner les providers, les fournisseurs de réseaux, à des lourdes sanctions financières, qui est le seul langage qu'ils comprennent. Il y a ce problème. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'il faut encore expliquer et faire comprendre que le délit de blasphème n'existe pas en France ? Il y a des lois. Oui, mais est-ce que tout le monde les comprend ? Le délit de blasphème n'existe pas, ça veut dire qu'on doit... Alors après on peut dire c'est bien, c'est pas bien, je suis pas là pour dire il faut blasphémer. Je dis simplement, il faut que les religions, et je peux vous dire que les religions en général, on le recule pour ne pas se considérer attaqué si quelqu'un dit des choses même inadmissibles. Même si vous comprenez qu'il y ait pu y avoir des gens qui ont été blessés par ces propos sur l'islam. Que les uns ou les autres soient blessés contre l'islam, contre le judaïsme, contre le catholicisme, contre le protestantisme, contre le bouddhisme, contre l'orthodoxe, chacun en prend pour son grade. Mais
La réalité, c'est qu'on doit avoir cette sérénité qui permet de bâtir une société. Parce que si vous vous enfermez en permanence dans votre quatre murs en disant je veux être protégé, je veux pas être agressé, alors en ce moment-là, on fait un confinement généralisé permanent et il n'y a plus de société. Donc en fait, quel avenir, quel horizon on nous propose? Certainement pas celui de l'enfermement. En tous les cas, un avenir aussi fondé sur nos fondamentaux, nos principes fondamentaux, la laïcité qui ne suppose pas le laïcisme. Est-ce qu'on a trop tendance à vouloir gommer aujourd'hui la parole sacrée dans le débat public et politique? D'ailleurs, je ne peux pas vous dire ça à vous qui me recevez aujourd'hui. Justement. Et vous avez reçu l'archevêque de Paris. On ne vous reçoit pas tous les 4 matins non plus. Non, mais pourquoi? Je ne demande pas à ce que ni moi, ni les religieux soient reçus tous les 4 matins. Sacré, selon en vous? revanche, regardez quand la cathédrale Notre-Dame de Paris brûle, on se sent tous concernés. Juifs, catholiques, protestants, musulmans, athées. On se sent concernés, c'est notre patrimoine. Donc, vous voyez bien qu'il y a une sorte d'aspiration à la transcendance sur laquelle nous ne sommes pas, évidemment, les seuls détenteurs. C'est la République qui porte cette transcendance. Mais chacun et chacune y apporte son écho. Donc ça pourrait participer à l'apaisement du débat public. Haïm Corsia a dit ce matin que le sacré pourrait participer à cela. Mais quand on voit par exemple ce que fait le Secours catholique pour des citoyens dans la difficulté, vous allez dire non, ces Secours catholiques, on ne veut pas qu'ils aident, le CASIP, l'OSE, enfin toutes ces grandes organisations d'inspiration religieuse, les apprentis d'Auteuil, est-ce qu'il y a besoin de dire non, c'est pas possible, vous faites ces religieux, donc non, on aide. Chacun et chacune doit aider. Et les religions avec les autres, mais heureusement nous vivons dans un pays, j'allais dire grâce à Dieu, laïque. Et la laïcité, c'est chacun peut croire ou peut ne pas croire, mais on va tous dans le même sens. Et c'est toujours important de le rappeler. Et venant de vous, c'est important ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup Haïm Corsia d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée à vous. Bonne journée et bonne espérance et bon championnat d'Europe pour l'équipe de France. Vous ne parlez pas le Nord, ni le Cap. Et bonne journée à nos auditeurs également.